Une veuve accueille un homme laissant savoir qu'il est milliardaire. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le ciel de Saint-Étienne s'effondrait en pluie ce soir de mai. Les rues pavées de la ville impériale reflétaient les lumières des anciens réverbères, créant un décor mêlant beauté et mélancolie. C'est à ce même rythme que battait le cœur de Louise Mercier, une femme de 45 ans dont les yeux bruns ne brillaient plus comme avant. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Antoine, son mari depuis 2 décennies, avait succombé à une crise cardiaque foudroyante, la laissant seule dans la petite maison de style colonial qu'il partageait dans le quartier Bellevue. Louise observait la pluie à travers la fenêtre du salon, son reflet superposé aux gouttes qui ruisselaient sur la vitre. Ses cheveux noirs, maintenant parsemés de quelques fils gris, étaient attachés en un chignon simple. Ses mains, autrefois agiles avec l'aiguille et le fil, restaient inertes sur ses genoux. L'atelier de couture qu'elle tenait à l'arrière de la maison était fermé depuis la disparition de son mari. Les commandes de robes de soirée, qui étaient sa spécialité, avaient cédé la place au silence. La machine à coudre couverte d'un tissu accumulait la poussière, tout comme les tissus colorés qui autrefois remplissaient l'espace de vie. « Quelle nuit horrible !» murmura-t-elle pour elle-même, se levant pour préparer un thé. Dans la cuisine aux carreaux provençaux, elle posa la bouilloire sur la cuisinière et regarda le calendrier accroché au mur. Elle avait entouré le jour suivant, ce serait l'anniversaire d'Antoine. Elle ferma les yeux, ressentant le poids de la solitude comme jamais auparavant. Le son de la bouilloire sifflante ramena Louise à la réalité. Alors qu'elle servait la tisane de camomille, un bruit différent attira son attention. Quelqu'un frappait à la porte, pas avec urgence mais avec une cadence hésitante. Fronçant les sourcils, Louise posa la tasse sur la table et marcha lentement vers l'entrée. Qui pourrait-ce être à cette heure, avec cette tempête? En ouvrant la porte, elle se retrouva face à une silhouette qui semblait aussi déplacée qu'elle-même se sentait dans le monde. Un homme trempé, aux vêtements simples et usés, tremblait de froid. Il avait environ 50 ans, chauve, avec un nez disproportionné et des yeux enfoncés. Son apparence n'était pas attrayante selon les normes conventionnelles, mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de dignité et de détresse qui toucha immédiatement Louise. « Bonsoir, madame », dit-il d'une voix rauque. « Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure. Ma voiture est tombée en panne sur la route et mon téléphone est déchargé. Pourrais-je utiliser votre téléphone pour appeler une dépanneuse ?» Louise hésita un instant, mais quelque chose dans la posture de l'homme la fit reculer et ouvrir davantage la porte. « Entrez, dit-elle, se surprenant elle-même par l'invitation. « Vous êtes trempé, je vais chercher une serviette. » L'homme entra timidement, restant dans le petit vestibule, pour ne pas mouiller le parquet du salon. Louise revint avec une serviette et la lui tendit. « Merci, répondit-il, séchant son visage et ses bras. « Je m'appelle Théodore Martin. » « Louise Mercier, se présenta-t-elle, remarquant que ses propres mains tremblaient légèrement. C'était la première fois en mois qu'elle recevait quelqu'un chez elle. « Le téléphone est dans le salon. Venez, je vais vous montrer. Et acceptez-vous un thé? Je viens d'en faire. » Théo la suivit jusqu'au salon, où des photographies de Louise et Antoine décoraient les murs, témoins silencieux d'un bonheur interrompu. Il s'arrêta brièvement devant l'une d'elles, observant le couple souriant devant la cathédrale de Saint-Denis. « Chartres, votre mari ?» demanda-t-il gentiment. Louise acquiesça, sentant le nœud familier dans sa gorge. « Oui, Antoine, il n'est plus parmi nous. »« Je suis désolé, » répondit Théo, avec une sincérité qui ne semblait pas forcée. « Le téléphone est là, » indiqua-t-elle, changeant de sujet. « Je vais chercher le thé. » Dans la cuisine, Louise respira profondément, essayant de comprendre pourquoi elle avait invité un parfait étranger à entrer. En d'autres temps, elle aurait simplement indiqué une station-service proche. Peut-être était-ce la solitude, peut-être était-ce quelque chose dans le regard de cet homme, ou peut-être était-ce simplement la pluie impitoyable qui tombait dehors. Quand elle revint avec 2 tasses de thé, elle trouva Théo raccrochant le téléphone avec une expression préoccupée. « Un problème ?» demanda-t-elle, posant les tasses sur la table basse.
La dépanneuse ne pourra venir que demain matin, expliqua-t-il, visiblement gêné. Les routes sont compliquées avec la pluie. Je pense que je vais devoir trouver un hôtel. Louise regarda par la fenêtre. La tempête avait empiré et le vent hurlait maintenant entre les arbres du jardin. « Il n'y a pas d'hôtel à proximité où vous pourriez aller à pied sous cette pluie, » dit-elle, surprise par ses propres paroles. « J'ai une chambre d'amis. Vous pouvez passer la nuit ici, si vous voulez. » Le visage de Théo s'illumina d'un sourire qui transforma complètement sa physionomie. Pendant un bref moment, Louise vit au-delà de l'apparence peu conventionnelle de l'homme. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas déranger. »« J'en suis sûre, » répondit-elle, avec une conviction qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « C'est juste pour une nuit. » Alors qu'il parlait de banalité pendant le thé, Louise remarqua des détails curieux chez Théo. Malgré ses vêtements simples et usés, ses mains étaient bien soignées, sans les callosités du travail manuel. Son vocabulaire était raffiné, et il y avait une posture presque aristocratique dans ses gestes. Quand il mentionna qu'il voyageait pour découvrir le pays, quelque chose dans son histoire semblait incomplet, mais Louise ne se sentit pas le droit de le questionner. Après avoir montré la chambre d'amis à Théo et lui avoir prêté quelques vieux vêtements d'Antoine, Louise se retira dans sa propre chambre. Allongée sur son lit, écoutant la pluie contre les tuiles, elle se demanda si elle avait pris la bonne décision. Il y avait quelque chose de mystérieux chez cet homme, quelque chose qui ne correspondait pas à l'histoire qu'il racontait. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante. La présence d'une autre personne dans la maison silencieuse était étrangement réconfortante. De l'autre côté du couloir, Théodore Valmont, l'un des hommes les plus riches de France, s'allongeait sur le lit simple de la chambre d'amis. Il y a 3 mois, il avait abandonné son manoir à Paris, ses voitures de luxe et son empire commercial pour vivre comme un homme ordinaire. Fatigué des personnes qui s'approchaient seulement par intérêt, des relations superficielles et de la solitude déguisée en succès, il cherchait quelque chose de réel, quelque chose d'authentique. Ce qui avait commencé comme une fuite temporaire s'était transformé en un voyage de découverte de soi. Et maintenant, par hasard ou par destin, il se retrouvait dans la maison d'une veuve qui l'avait accueilli sans le connaître, sans connaître sa fortune ou son passé. La voiture était réellement tombée en panne, mais le téléphone dans sa poche était parfaitement chargé. Ce petit mensonge avait ouvert la porte à ce qui pourrait être sa première connexion véritable depuis des années. Théo ferma les yeux, écoutant la pluie. Demain, la dépanneuse arriverait, et il devrait décider s'il poursuivrait son voyage ou si, d'une manière ou d'une autre, il prolongerait son séjour dans cette maison où, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas comme Théodore Valmont, le milliardaire, mais simplement comme Théo, un homme ordinaire en quête de sens. Le matin arriva avec un ciel étonnamment clair, comme si la tempête de la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Louise se réveilla avec l'arôme du café frais, une odeur qui n'avait pas rempli sa maison depuis le départ d'Antoine. Pendant un bref et douloureux moment, son cœur s'accéléra à l'idée impossible que son mari soit dans la cuisine. La réalité s'imposa rapidement. C'était l'étranger, Théo. Elle enfila une robe de chambre sur sa chemise de nuit et attacha ses cheveux en un chignon improvisé avant de se diriger vers la cuisine. Elle trouva Théo manipulant habilement l'ancienne cafetière italienne, comme s'il connaissait bien ce type d'ustensile. « J'espère que ça ne vous dérange pas », dit-il en remarquant sa présence. « J'ai pensé qu'un café serait une bonne façon de vous remercier pour votre hospitalité. » Louise observa l'homme à la lumière du jour. Ses traits étaient encore plus marqués, le nez proéminent, les oreilles légèrement grandes, la calvitie avancée. Il n'était pas beau, définitivement, mais il y avait une dignité dans sa posture, une gentillesse dans ses yeux qui adoucissait l'ensemble. « Ça ne me dérange pas, » répondit-elle, s'asseyant à la table de la cuisine. « En fait, c'est bon de sentir cette odeur à nouveau. » Théo servit 2 tasses et s'assit en face d'elle. « La dépanneuse devrait arriver dans 1 heure, » commenta-t-il. « Encore une fois, merci de m'avoir accueilli. Tout le monde n'aurait pas ouvert sa porte à un étranger par une nuit de tempête. » « Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert, » admit Louise, sirotant son café. Il était parfait, fort et aromatique comme elle l'aimait. Peut-être que la solitude me rend imprudente. Une ombre de compréhension passa sur le visage de Théo. La solitude fait ça aux gens. Elle nous rend à la fois plus vulnérables et plus ouverts, parfois les 2 en même temps.
quelque chose dans la façon dont il dit cela, comme s'il parlait d'une expérience personnelle et profonde, éveilla la curiosité de Louise. « Vous semblez bien comprendre le sujet. » Théo sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « Disons que j'ai déjà été seul au milieu des foules. C'est le type de solitude le plus cruel. » Avant qu'il ne puisse approfondir la conversation, le téléphone sonna. C'était le service de dépannage, informant qu'il arriverait en retard en raison d'un arbre tombé sur la route principale. « Il semble que je devrais abuser un peu plus de votre hospitalité, » dit Théo après que Louise eut raccroché. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle, se surprenant par sa propre sincérité. La présence de cet étranger n'était pas désagréable. Au contraire, il y avait quelque chose de presque familier en lui. « Je pensais préparer un déjeuner simple. Vous pourriez m'aider si vous voulez. » Le visage de Théo s'illumina. « Ce serait un plaisir. Je dois avouer que j'ai découvert une passion pour la cuisine ces derniers temps. » Pendant qu'ils préparaient ensemble un cassoulet simplifié, Louise insista que c'était le plat parfait après la tempête. Théo se révéla être un assistant de cuisine compétent. Il coupait les ingrédients avec la précision de quelqu'un habitué au couteau de bonne qualité, bien qu'il manipulât les ustensiles simples de la cuisine de Louise sans aucun signe d'inconfort. « Vous cuisinez bien pour quelqu'un qui est sur la route », commenta Louise, observant comment il assaisonnait les haricots avec connaissance de cause. « J'ai appris récemment, » répondit Théo, évitant son regard. « J'ai décidé qu'il était temps de me débrouiller seul. » « Et que faisiez-vous avant ce voyage ?» Théo hésita, choisissant ses mots soigneusement. « Je travaillais dans l'administration, des entreprises, rien de très intéressant. » Quelque chose dans la manière dont il évita le sujet fit comprendre à Louise qu'il y avait plus d'histoire là, mais elle respecta son silence. « Nous avons tous des secrets, pensa-t-elle, tout en remuant les haricots qui bouillonnaient sur la cuisinière. » Après le déjeuner, qui se déroula entre des conversations légères sur la ville et ses histoires, la dépanneuse arriva enfin. Théo sortit pour parler avec le mécanicien, et Louise observa par la fenêtre du salon comment il gesticulait, pointant vers la voiture arrêtée sur la route. Il y avait une autorité naturelle dans sa posture qui ne correspondait pas aux vêtements simples qu'il portait. Quand il revint, son expression était un mélange de frustration et de quelque chose que Louise ne put identifier. Du soulagement. « Peut-être mauvaise nouvelle, annonça-t-il. La voiture a besoin d'une pièce spécifique qu'ils n'ont pas en stock. Ça va prendre au moins 3 jours pour arriver. » Oh, fut tout ce que Louise put dire, son esprit traitant l'information. 3 jours avec un étranger à la maison. Elle devrait se sentir inquiète, mais ce n'était pas le cas. « Et que vas-tu faire ?»« Je vais chercher une pension en ville. Vous avez déjà été très gentil, je ne peux pas imposer ma présence plus longtemps. » Louise hésita. L'idée de retourner à la solitude après ce bref intervalle de compagnie était étrangement troublante. « En fait, si ce n'est pas un problème pour vous, vous pouvez rester. J'ai de l'espace et, eh bien, c'est bon d'avoir quelqu'un à qui parler. » Le sourire de Théo fut authentique et transformateur. « Vous êtes sûr ? Je ne veux pas être un fardeau. J'en suis sûr. Mais à une condition, » ajouta-t-elle, une étincelle de décision apparaissant dans ses yeux. « Vous m'aidez à nettoyer. » L'atelier à l'arrière de la maison. Il est abandonné depuis des mois et a besoin d'un bon nettoyage. « Atelier ? De couture, » expliqua Louise, sa voix s'adoucissant. « J'étais couturière, je faisais des robes, principalement. Mais depuis, qu'Antoine est parti, je n'ai pas pu y retourner. » Théo acquiesça, comprenant la signification de cette demande. Ce n'était pas seulement un échange de faveurs, c'était un premier pas pour que Louise affronte son deuil. « Ce sera un honneur de vous aider. » Dans l'après-midi de ce même jour, les deux se trouvaient dans le petit atelier, annexé à la maison. L'endroit était exactement comme Louise l'avait laissé des mois auparavant. Des tissus empilés sur des étagères poussiéreuses, la machine à coudre couverte, des patrons et des ciseaux éparpillés sur la table de coupe, et un mannequin, dans le coin, comme une sentinelle silencieuse. Pendant qu'il nettoyait, Théo observait discrètement comment Louise touchait chaque objet avec un mélange d'affection et de douleur. Ses mains caressaient les tissus comme de vieux amis, et ses yeux brillaient en déballant la machine à coudre. « Cet endroit est incroyable », commenta-t-il, véritablement impressionné par l'organisation et la qualité des matériaux, même sous la poussière. « Vous devez être très talentueuse. » Louise sourit, un sourire timide mais vrai.
Je l'étais. Je ne sais pas si je le suis encore. Les compétences ne disparaissent pas, répondit Théo prenant une robe inachevée qui était soigneusement pliée sur une chaise. C'est votre travail. La robe était d'un bleu profond, avec des détails complexes sur le corsage. Même inachevée, c'était une pièce d'une beauté et d'une sophistication indéniables. C'était une commande, expliqua Louise, prenant la robe dans ses mains, pour la fille d'une cliente qui allait obtenir son diplôme universitaire. Je ne l'ai jamais terminée. Pourquoi ne pas la terminer maintenant? La question plana dans l'air comme une possibilité que Louise n'avait pas envisagée. Terminer la robe signifierait accepter que la vie continue, que son talent existe toujours, même sans Antoine. « Je ne sais pas si je peux », murmura-t-elle. Théo s'approcha, ses yeux gentils fixés sur les siens. « Savez-vous ce que j'ai appris ces derniers mois? Que parfois nous devons avancer un pas à la fois. Aujourd'hui, nous nettoyons l'atelier. Demain, qui sait, vous reprendrez peut-être l'aiguille. » Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette philosophie qui toucha profondément Louise. L'idée de petits pas quotidiens semblait moins effrayante que le grand saut de retour à la vie normale. « Merci », dit-elle avec sincérité, « pour votre aide, pour votre compréhension. » Le moment fut interrompu par le son de la sonnette. Louise, surprise, peu de gens lui rendèrent visite ces derniers temps, alla répondre, laissant Théo dans l'atelier. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à une femme d'âge moyen, élégamment vêtue, avec un air préoccupé. « Madame Louise, quelle joie de vous trouver à la maison !» s'exclama la femme. « Je suis Isabelle, vous vous souvenez? Ma fille Camille attendait la robe de remise de diplôme. » Louise sentit son visage brûler de honte. « Isabelle, bien sûr, je m'excuse. Les choses sont devenues compliquées après que... »« Je sais, ma chère, je sais. » l'interrompit Isabelle avec gentillesse. « Je ne suis pas venue réclamer la robe. Je suis venue voir comment vous alliez. Tout le monde en ville vous manque, vos robes, votre joie. » Avant que Louise ne puisse répondre, Théo apparut dans le couloir derrière elle. Isabelle le regarda avec une surprise évidente. « Oh, je ne savais pas que vous aviez de la compagnie, » dit-elle, une lueur de curiosité dans ses yeux. « C'est Théo, » présenta Louise, se sentant étrangement mal à l'aise. « Il est de passage en ville. Sa voiture est tombée en panne. » Théo s'approcha et tendit la main à Isabelle, qui la serra avec un sourire spéculatif. « Ravi de vous rencontrer, » dit-il avec la politesse naturelle qui intriguait Louise. « Le plaisir est pour moi, » répondit Isabelle, alternant son regard entre les deux. « Eh bien, je ne vais pas vous déranger. Je voulais juste dire que quand vous serez prête, Louise, la ville attend le retour de vos merveilleuses robes. » Après le départ d'Isabelle, Louise ferma la porte et s'y adossa, soupirant. « Votre cliente ?» demanda Théo. « Oui. Et maintenant, toute la ville va savoir que j'ai un homme mystérieux hébergé chez moi, » répondit-elle, mi-amusée, mi-inquiète. Théo rit, un son étonnamment mélodieux pour quelqu'un avec son apparence rustique. « Désolé pour ça, j'ai dû ruiner votre réputation. À Saint-Étienne, une veuve recevant un homme inconnu est pratiquement un scandale, » expliqua-t-elle. Mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Bien que, franchement, je ne me soucie pas beaucoup de ce qu'il pense. Alors qu'il retournait à l'atelier pour continuer le nettoyage, Louise réalisa que quelque chose avait changé en elle. La visite d'Isabelle, la robe inachevée, la présence de Théo, tout cela formait un étrange catalyseur qui la poussait lentement à revenir à la vie. Et Théo, l'observant discrètement pendant qu'ils organisaient l'atelier, ressentit une inattendue pointe de culpabilité. Le mensonge sur son identité, qui avait commencé comme quelque chose de petit et pratique, pesait maintenant sur sa conscience. Louise méritait de connaître la vérité sur qui il était réellement. Mais lui dire signifierait risquer de perdre la première connexion authentique qu'il avait établie depuis des années. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres de l'atelier, tous deux travaillaient en silence, chacun immergé dans ses propres pensées et dilemmes, sans se rendre compte que leur chemin était déjà irrévocablement entrelacé. Les 3 jours prévus pour la réparation de la voiture se transformèrent en une semaine. Le mécanicien appela pour expliquer que la pièce était arrivée endommagée et qu'il devrait en commander une autre. Théo accepta la nouvelle avec une résignation qui frôlait le soulagement. «
tandis que Louise souriait discrètement, sans admettre que la prolongation du séjour ne lui déplaisait pas. L'atelier de couture avait retrouvé sa fonction. La poussière avait cédé la place à l'éclat, les ciseaux recommençaient à couper des tissus et le son rythmique de la machine à coudre remplissait à nouveau la maison. Louise, initialement hésitante, passait maintenant des heures à travailler sur la robe bleue qu'elle avait abandonnée. Ses doigts retrouvaient leur ancienne habileté, comme si le temps ne s'était pas écoulé. « Elle devient magnifique », commenta Théo l'observant travailler l'après-midi du 8e jour. Il s'était assis dans un fauteuil dans le coin de l'atelier, un livre d'histoire française ouvert sur ses genoux, mais ses yeux suivaient les mouvements précis des mains de Louise. « Merci », répondit-elle, sans détourner les yeux de la broderie, délicate qu'elle appliquait sur le corsage. « C'est étrange, mais on dirait que je n'ai jamais arrêté. Les mains se souviennent de ce que l'esprit essaie d'oublier. » Théo ferma le livre et s'approcha pour mieux observer. « Ma grand-mère disait que nos mains gardent des souvenirs que notre conscience n'atteint pas. Elle était pianiste. Votre grand-mère semblait sage, commenta Louise le regardant enfin. Vous parlez peu de votre famille. » Un bref éclair d'hésitation passa dans les yeux de Théo. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Mes parents sont partis il y a des années. La famille s'est dispersée. Et il n'y a personne qui vous attend quelque part? Épouse, enfant ?» La question plana dans l'air, chargée d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à examiner complètement. « Non, » répondit Théo, sa voix plus basse. « Il y a eu quelqu'un une fois, mais ça n'a pas marché. »« Que s'est-il passé ?» demanda Louise, puis elle secoua la tête. « Désolé, ce n'est pas mes affaires. »« Non, c'est bon, » sourit-il tristement. « Elle m'a épousé pour qui elle pensait que j'étais, pas pour qui je suis vraiment. Quand elle a réalisé son erreur, elle est partie. » Il y avait une vérité crue dans ces mots que Théo n'avait pas prévu de révéler. Son ex-femme, mannequin international, avait épousé Théodore Valmont, le milliardaire, pas l'homme derrière l'Empire. Quand la fascination pour l'argent et le statut s'était estompée, elle avait trouvé du réconfort dans les bras d'un acteur célèbre, ne laissant derrière elle que des papiers de divorce et une blessure que l'argent ne pouvait pas guérir. « Je suis désolé, » dit Louise, avec une compassion sincère. « Et vous ?» demanda Théo, essayant de détourner l'attention. « Comment avez-vous rencontré votre mari ?» Le visage de Louise s'illumina d'un souvenir heureux. « Antoine était professeur d'histoire au lycée public. Je faisais les costumes pour une pièce. Sur la Révolution française. Et il était le consultant historique. Nous avons discuté pendant des heures sur l'authenticité des costumes. C'était la première fois que quelqu'un remettait en question mes connaissances sur la mode historique. » Elle rit doucement. Il était têtu, mais passionné par ce qu'il faisait. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Il semblait être un homme spécial, commenta Théo, véritablement touché par l'histoire. Il l'était, confirma Louise, les yeux embués. 20 ans ensemble n'ont pas été suffisants. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais rempli de compréhension. Mutuelle, 2 personnes qui avaient connu la perte, de manière différente, mais tout aussi profonde. Le moment fut interrompu par le son de la sonnette. Louise se leva, ajustant son tablier de travail. Ce doit être Madame Isabelle à nouveau. Elle est passée presque quotidiennement pour vérifier l'avancement de la robe. Mais quand elle ouvrit la porte, ce n'était pas la cliente anxieuse qu'elle trouva. C'était un homme grand, de stature athlétique, aux cheveux grisonnants bien taillés, et un sourire que Louise ne connaissait que trop bien. « Richard ?» s'exclama-t-elle surprise. Richard Dubois, 52 ans, sourit encore plus largement en voyant sa réaction. « Louise, ça fait si longtemps !» Avant qu'elle ne puisse traiter complètement ce qui se passait, il l'enveloppa dans une étreinte forte, le parfum coûteux et familier envahissant ses narines, comme un souvenir d'un autre temps, une autre vie. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle quand ils se séparèrent enfin. « Je suis revenu à Saint-Étienne » expliqua-t-il, ses yeux verts étudiant chaque détail de son visage. « Après tant d'années à l'étranger, j'ai décidé qu'il était temps de revenir au... » « Source ? J'ai appris pour Antoine, je suis désolé, Louise. » Louise acquiesça, encore étourdie. Richard avait été son premier amour, bien avant Antoine. Ils avaient été ensemble pendant 3 ans dans leur jeunesse, jusqu'à ce qu'il parte étudier la gestion aux États-Unis, laissant derrière lui des promesses non tenues et un cœur brisé. « Merci », répondit-elle automatiquement. « Tu veux entrer ?»
Richard accepta l'invitation avec le naturel de quelqu'un qui a toujours appartenu à cet espace. Alors qu'ils entraient dans le salon, Théo émergea du couloir qui menait à l'atelier. Ses yeux rencontrèrent ceux de Richard et une tension instantanée et inexplicable se forma dans l'air. « Oh, nous avons de la compagnie », commenta Richard, son sourire vacillant légèrement. « Richard, voici Théo », présenta Louise, se sentant étrangement mal à l'aise. « Il est hébergé ici pendant que sa voiture est réparée. Théo, voici Richard Dubois, un ami de longue date. » Car les deux hommes se saluèrent d'une poignée de main ferme, s'évaluant mutuellement comme deux animaux territoriaux. « Ami de longue date est un euphémisme charmant », commenta Richard avec un léger rire. « Louise et moi étions en couple durant l'adolescence. J'ai été le premier à voler son cœur. » Théo sourit poliment, mais ses yeux restèrent sérieux. « Intéressant. Louise ne l'a pas mentionné. »« Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de mentionner, » intervint Louise, sentant le besoin d'alléger la tension. « Je vais préparer un café pour nous. » Tandis qu'elle se retirait dans la cuisine, les deux hommes s'assirent. Dans le salon, un silence chargé entre eux. « Alors Théo, que faites-vous dans la vie ?» demanda finalement Richard, croisant les jambes dans une posture détendue qui contrastait avec la rigidité de Théo. « Actuellement, je suis dans un voyage personnel », répondit vaguement Théo. « Et vous ?»« Je suis cadre dirigeant dans une multinationale. J'ai passé les 15 dernières années aux États-Unis, mais j'ai récemment été transféré à la filiale de Lyon. J'ai décidé d'habiter à Saint-Étienne plutôt qu'à Lyon. J'ai toujours adoré cette ville. » Théo acquiesça, traitant l'information. Richard était exactement le type d'homme qu'il connaissait bien. Accompli, confiant, attrayant d'une manière conventionnelle, avec le genre de charme qui ouvre des portes et conquiert des cœurs. Le parfait opposé de lui-même, du moins en apparence. « Vous connaissez Louise depuis longtemps, alors ?» demanda Théo, essayant de maintenir un ton décontracté. « Depuis que nous étions adolescents ?» répondit Richard, une lueur nostalgique dans ses yeux. « Nous étions inséparables. Tout le monde pariait que nous nous marierions. Mais la vie nous a menés sur des chemins différents. » Il fit une pause, regardant directement Théo. « Et vous? Comment avez-vous rencontré notre chère Louise ?» L'utilisation du pronom possessif n'échappa pas à Théo. « Ma voiture est tombée en panne pendant un orage. Elle m'a gentiment offert un abri. » Typique d'elle, sourit Richard. Louise a toujours eu un cœur immense. C'est l'une des choses que j'ai le plus aimé chez elle. La conversation fut interrompue lorsque Louise revint avec un plateau contenant 3 tasses de café et quelques biscuits. Elle remarqua immédiatement l'atmosphère tendue, mais choisit de l'ignorer. « Alors, Richard, combien de temps comptes-tu rester à Saint-Étienne » demanda-t-elle, servant le café. « Indéfiniment » répondit-il, ses yeux fixés sur elle. « En fait, j'ai acheté une maison dans le quartier Mon-Plaisir. Je reviens pour rester. » La nouvelle prit Louise par surprise. Richard, l'homme qui était parti sans se retourner, était maintenant de retour définitivement, et justement quand elle commençait à trouver un nouvel équilibre dans sa vie. « C'est inattendu », commenta-t-elle, s'asseyant dans un fauteuil entre les deux hommes. « La vie est pleine de rebondissements, n'est-ce pas ?» Richard sourit, prenant une gorgée de café. « En parlant de ça, j'ai entendu dire que tu as recommencé à coudre. Isabelle m'a dit que la robe de Camille est presque prête. Les nouvelles voyagent vite dans cette ville, » soupira Louise. « Petite ville, grand commérage, » Richard rit. « Mais je suis heureux que tu aies repris ce que tu aimes. Ton talent a toujours été extraordinaire. »« Théo m'a aidé avec ça, » dit Louise, lançant un regard reconnaissant dans sa direction. « Il m'a encouragé à reprendre l'atelier. » Richard étudia Théo avec un nouvel intérêt. « Vraiment? Eh bien, je devrais vous remercier alors. Le monde a besoin du talent de Louise. » La conversation continua pendant 1 heure encore. Richard, dominant la majeure partie, avec des histoires de ses années à l'étranger, ses succès professionnels et ses projets d'avenir. Théo resta majoritairement silencieux, observant la dynamique entre Louise et son ancien amour. Il y avait une familiarité entre eux, une histoire partagée dont il ne faisait pas partie. Quand Richard prit finalement congé, promettant de revenir bientôt pour rattraper convenablement le temps perdu, Louise ferma la porte et s'y adossa, exhalant longuement. « Il est intense », commenta Théo, un demi-sourire sur ses lèvres. « Il l'a toujours été », acquiesça Louise, retournant au salon.
Richard a toujours fait des entrées et des sorties fracassantes dans ma vie. Vous semblez avoir une histoire compliquée. Louise s'assit sur le canapé, invitant Théo à la rejoindre d'un geste. Richard a été mon premier amour. Je pensais que nous passerions notre vie ensemble. Puis il a reçu une bourse d'études aux États-Unis et a décidé que sa carrière était plus importante que notre relation. Elle fit une pause, se souvenant. J'ai été dévasté pendant des mois, puis j'ai rencontré Antoine et il m'a montré un amour différent, plus calme, plus constant. Et maintenant, Richard est de retour, constata Théo, sa voix neutre. Oui, soupira Louise. La question est pourquoi? Pourquoi maintenant? Peut-être qu'il ne t'a jamais vraiment oublié, suggéra Théo, bien que ces mots lui coûtent quelque chose intérieurement. Louise le regarda avec curiosité. Tu ne l'as pas aimé. Je ne le connais pas assez pour l'aimer ou non, répondit Théo diplomatiquement, mais ensuite, voyant le regard sceptique de Louise, il admit « D'accord, peut-être que j'ai formé quelques impressions. Il semble être le genre d'homme habitué à obtenir ce qu'il veut. » Louise ne put retenir un rire. Tu l'as parfaitement défini. Richard a toujours été ainsi depuis l'adolescence. C'est à la fois une partie de son charme et de son problème. Ils tombèrent dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de Saint-Étienne de nuances d'orange et de rose qui se reflétaient dans les fenêtres de la maison. « Je pense que je devrais partir quand la voiture sera réparée, » dit finalement Théo, sa voix basse. « J'ai déjà trop abusé de ton hospitalité. » Louise ressentit une pression inattendue dans sa poitrine. « Tu n'as pas besoin de partir, à moins que tu ne le veuilles. Ta présence n'est pas un abus, Théo. En fait, elle a été réconfortante. » Leurs aïeux se rencontrèrent, et pendant un moment, quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse, une possibilité qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Le téléphone sonna, brisant le moment. C'était le mécanicien informant que la pièce était enfin arrivée et que la voiture serait prête le lendemain. Quand Louise raccrocha, elle trouva Théo regardant par la fenêtre, sa silhouette se découpant contre le ciel du crépuscule. « C'était le mécanicien », l'informa-t-elle. « Ta voiture sera prête demain. » Théo acquiesça lentement, sans se retourner. Alors il semble que notre petite aventure touche à sa fin. Il y avait une note de tristesse dans sa voix, qui reflétait exactement ce que Louise ressentait. En seulement une semaine, cet étranger à l'apparence inhabituelle était devenu une présence essentielle dans sa vie, un catalyseur pour son retour au monde. À moins que... commença-t-elle hésitante. Théo se retourna pour la regarder, un espoir à peine dissimulé dans ses yeux. « À moins que tu ne veuilles rester un peu plus longtemps », compléta Louise, rougissant légèrement. « J'ai plusieurs commandes en attente. Je pourrais utiliser de l'aide à l'atelier. Et il y a une chambre d'amis parfaitement convenable qui resterait vide. » Le sourire qui illumina le visage de Théo transforma complètement ses traits. À ce moment, Louise vit au-delà de l'apparence, voyant la beauté qui résidait chez l'homme derrière la façade. « J'adorerais rester », répondit-il, sa voix chargée d'émotions authentiques. Ce qu'aucun des deux ne pouvait prévoir, c'est que, tandis qu'ils scellaient ce nouvel arrangement, des forces étaient déjà en mouvement pour compliquer leur vie. Richard Dubois n'était pas homme à abandonner facilement ce qu'il voulait, et il avait décidé qu'il voulait Louise de retour. Et à des kilomètres de là, dans un bureau luxueux à Paris, Marcel Perrin, ancien associé et ami de Théodore, Valmont, venait de découvrir où se trouvait le milliardaire disparu, grâce à un post sur les réseaux sociaux d'une habitante de Saint-Étienne, qui avait photographié la veuve Mercier et son mystérieux invité au marché de la ville. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle routine à la maison. De la rue des Lilas, l'atelier de couture fonctionnait à nouveau à plein régime, Louise récupérant d'anciennes clientes et en conquérant de nouvelles. Théo, quant à lui, avait assumé le rôle d'assistant improvisé. Il organisait les tissus, répondait au téléphone et apprenait même les rudiments de la couture, se révélant étonnamment habile pour quelqu'un qui n'avait supposément jamais tenu une aiguille. « Tu as des mains de chirurgien », commenta Louise un après-midi, observant comment il appliquait délicatement des paillettes sur une robe de soirée. Précise et ferme. Théo sourit sans détourner les yeux de son travail. « Ma mère disait que j'avais des mains d'artiste. Je ne l'ai jamais cru jusqu'à maintenant. » Le soleil de fin d'après-midi entrait par les fenêtres de l'atelier, créant des motifs dorés sur le plancher en bois.
Il y avait une tranquillité dans ce moment, une intimité confortable qui s'était développée entre eux. Louise se surprit à étudier le profil de Théo pendant qu'il travaillait. Le grand nez, le front marqué par des rides d'expression, la calvitie qu'il n'essayait pas de dissimuler. Ce n'était pas un visage qui attirerait l'attention par sa beauté conventionnelle, mais il y avait une dignité en lui, une force douce qu'elle avait appris à apprécier. « À quoi penses-tu » demanda Théo, captant son regard. Louise rougit légèrement. « Je pensais à quel point les apparences sont trompeuses, » répondit-elle honnêtement. « Quand tu es apparu à ma porte cette nuit d'orage, je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais ceci. » Ceci, répéta-t-il, un sourire jouant sur ses lèvres. Un ami, clarifia-t-elle, bien que le mot semblât insuffisant pour définir ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre, quelqu'un d'important. Théo posa les paillettes et l'aiguille, ses yeux rencontrant les siens, avec une intensité qui fit accélérer le cœur de Louise. « Tu es aussi devenue quelqu'un d'important pour moi, Louise, plus que je ne peux l'exprimer. » Le moment fut interrompu par le son strident du téléphone. Louise répondit, ressentant encore la chaleur de l'échange de regards. « Allô ? Oui, c'est elle. Ah, bonjour Isabelle. » Pendant qu'elle parlait avec sa cliente des ajustements de la robe de remise de diplôme, Louise remarqua Théo se lever et marcher jusqu'à la fenêtre, son visage soudainement tendu. Suivant son regard, elle vit une voiture noire et lustrée, garée de l'autre côté de la rue, un véhicule qui contrastait complètement avec le standard du quartier. Après avoir raccroché, Louise s'approcha de lui. « Un problème ?» Théo hésita, ses yeux toujours fixés sur la voiture. « Je ne sais pas, probablement rien. » Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, la sonnette retentit. Théo pâlit visiblement. « Attends ici, » dit Louise, étonnée par sa réaction. « Je vais répondre. » En ouvrant la porte, Louise trouva Richard impeccablement vêtu d'un costume bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts. Il tenait un bouquet de lys, ses fleurs préférées, un détail dont il se souvenait même après tant d'années. Richard. Quelle surprise! Les surprises agréables sont ma spécialité, répondit-il avec un sourire charmant. Je pensais t'inviter à dîner ce soir. Il y a un nouveau restaurant dans le centre historique qui serait merveilleux. Louise hésita. C'est gentil de ta part, mais je suis au milieu d'un travail important et... Le travail peut attendre, interrompit doucement Richard, lui tendant les fleurs. Tu mérites une soirée de repos, Louise. De plus, nous avons beaucoup à rattraper. À ce moment, Théo apparut dans le couloir derrière Louise. Richard lui lança un regard de légère irritation, mais maintint son sourire. Théo. Toujours. Par ici, je vois. Comme vous pouvez le constater, répondit sèchement Théo. Richard reporta son attention sur Louise. Alors qu'en dis-tu? Un dîner entre vieux amis? Je promets de te ramener tôt. Louise se sentit partagée. Une partie d'elle voulait refuser, rester dans la sécurité de sa maison avec Théo. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne voulait pas admettre, se sentait attirée par l'idée d'explorer ce que le retour de Richard pourrait signifier. « Je pense que je peux prendre une soirée de congé », répondit-elle finalement, évitant de regarder Théo. « Donne-moi quelques minutes pour me préparer. » Quand Louise se retira dans sa chambre, un silence tendu s'installa entre les deux hommes dans le salon. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire en attendant ?» demanda Théo, se forçant à être poli. « Non, merci », répondit Richard, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. « Vous semblez assez établi ici, pour quelqu'un qui était simplement de passage. » Louise avait besoin d'aide à l'atelier, expliqua Théo, gardant sa voix neutre. Richard rit doucement. « Bien sûr, l'atelier. Vous savez, Théo, si c'est vraiment votre nom, j'ai de la curiosité à votre sujet. Un homme apparaît de nulle part, gagne la confiance d'une veuve vulnérable et s'installe dans sa maison. Ça ressemble au début d'un conte d'escroc, ne trouvez-vous pas? » Théo sentit son sang bouillir, mais garda son sang-froid. « Vos préoccupations sont compréhensibles, mais mal dirigées. Je n'ai aucun intérêt pour les possessions de Louise. » Non. Richard haussa un sourcil. « Alors quel était votre intérêt pour elle ?» La question plana dans l'air, chargée d'implications. Théo voulait répondre qu'il se souciait de Louise, qu'il l'admirait, qu'il était peut-être en train de tomber, amoureux d'elle. Mais toutes ces vérités sonneraient fausses, venant de quelqu'un vivant sous une identité partiellement fabriquée. « Mon seul intérêt est son bonheur et son bien-être, » répondit-il finalement. « Comme c'est noble, » commenta Richard, le sarcasme évident dans sa voix.
Eh bien, puisque nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, laissez-moi être clair. Je connais Louise depuis des décennies. Notre lien est quelque chose que vous ne pourrez jamais comprendre. Elle peut être temporairement intriguée par vous, mais à la fin, elle reviendra vers quelqu'un qui la connaît vraiment, quelqu'un comme moi. » Avant que Théo ne puisse répondre, Louise revint, portant une élégante robe verte qu'elle avait elle-même confectionnée. Ses cheveux étaient détachés, encadrant son visage d'une manière qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Théo sentit une pression dans sa poitrine en la voyant ainsi rayonnante et nerveuse en même temps. « Je suis prête », annonça-t-elle, prenant un petit sac. Richard s'approcha, lui offrant son bras avec un geste élégant. « Tu es éblouissante. »« Ne rentre pas tard, » dit Théo, les mots s'échappant, avant qu'il ne puisse les retenir. Il se sentit immédiatement idiot. Il n'était ni son mari, ni son père, ni son gardien. Louise le regarda avec une expression difficile à déchiffrer. « Ne t'inquiète pas, et ne m'attends pas éveillé. » Quand la porte se referma derrière, Théo resta immobile quelques instants, luttant contre une vague d'émotions conflictuelles. Jalousie, peur, frustration, et par-dessus tout, la certitude grandissante qu'il devait dire la vérité à Louise avant qu'il ne soit trop tard. Son moment de contemplation fut interrompu par le son d'un nouveau coup à la porte. Pensant que Louise avait peut-être oublié quelque chose, il ouvrit sans hésiter. Ce n'était pas Louise. Un homme d'environ 40 ans, aux cheveux foncés parfaitement coiffés et au costume impeccable, se tenait sur le seuil, un sourire froid sur ses lèvres fines. « Théodore Valmont, dit-il, non comme une question mais comme une confirmation. Ou devrais-je vous appeler Théo maintenant ?» Théo sentit son sang se glacer dans ses veines. Marcel. Marcel Perrin, son ancien associé et supposé ami, l'homme qui avait temporairement assumé la présidence du groupe Valmont pendant son absence, entra dans la maison sans attendre d'invitation. « Quelle scène charmante !» commenta-t-il, regardant autour de lui avec dédain. Le puissant Théodore Valmont, l'homme le plus riche de France, caché dans une petite maison à Saint-Étienne, jouant aux plébéiens. Les actionnaires seraient fascinés. Théo ferma la porte, son cœur martelant contre sa poitrine. « Comment ? M'as-tu trouvé ?» Marcel sortit son téléphone de sa poche et montra la photo qui circulait sur les réseaux sociaux. Théo et Louise au marché de la ville, se souriant l'un à l'autre en examinant des fruits à un étal. Internet n'oublie jamais, mon ami. Surtout quand une commère locale trouve intéressant que la veuve du professeur est un nouvel ami mystérieux. Il rangea le téléphone. « Tu as été imprudent. »« Que veux-tu, Marcel ?» demanda directement Théo, croisant les bras. « Initialement, confirmer si c'était vraiment toi. Maintenant que j'ai confirmé... » Marcel parcourut le salon, examinant les photos de Louise avec Antoine. « Maintenant, je veux comprendre ce que diable tu fais ici, abandonnant tes responsabilités, pendant que je nettoie ton désordre dans l'entreprise. »« J'ai pris du temps pour moi, » répondit Théo, sa voix ferme. « Je ne dois pas d'explication. Sur ma vie personnelle. » Marcel rit un son froid et calculé. « Du temps pour toi ? Ou du temps pour séduire une veuve innocente ? Elle sait qui tu es vraiment ? Elle sait qu'elle héberge l'un des hommes les plus riches du pays ? Ou tu apprécies ta petite expérience sociale, observant comment c'est d'être traité comme un homme ordinaire, surtout avec ton apparence ?» Les mots atteignirent Théo comme un coup de poing. C'était exactement ce qu'il craignait, que son expérience, sa connexion avec Louise, soit réduite à un caprice d'un homme riche qui s'ennuie. « Ma relation avec Louise ne te regarde pas, » répondit-il, la colère évidente dans sa voix contenue. « Ah, mais c'est mon affaire quand le PDG de mon entreprise décide de jouer à cache-cache » s'exclama Marcel, abandonnant momentanément son sang-froid. « 3 mois, Théodore. 3 mois sans un mot. Le conseil est agité. Les investisseurs sont nerveux. Des rumeurs selon lesquelles tu aurais eu une dépression nerveuse ont commencé à circuler. » Théo soupira, passant la main sur sa tête chauve. « J'avais besoin de ce temps, Marcel. Après le divorce, après tout, j'avais besoin de me rappeler qui je suis au-delà de l'argent, au-delà du nom Valmont. » Très poétique, se moqua Marcel, « et tu as trouvé ce que tu cherchais dans les bras de la veuve. » « Ne parle pas d'elle comme ça, » avertit Théo, sa voix dangereusement basse. Marcel l'étudia un moment, puis un nouveau type de compréhension apparut dans ses yeux. « Mon Dieu, tu es vraiment tombé amoureux d'elle. C'est inattendu. »
Marcel, je te demande comme ami. Va-t'en. Laisse-moi résoudre cela à ma façon. Comme ami? Répéta Marcel, l'incrédulité dans sa voix. Tu penses que nous sommes amis? Après que tu m'as refilé la responsabilité de toute l'entreprise? Sans préavis, après que tu m'as laissé gérer la presse, les actionnaires, tout ce désordre? Théo réalisa avec un serrement de cœur qu'il y avait plus dans cette confrontation que les affaires. Il y avait une véritable blessure dans les yeux de Marcel. « Je suis désolé, » dit-il sincèrement. « Je n'ai pas réalisé comment cela t'affecterait. »« Bien sûr que tu n'as pas réalisé, » répondit Marcel amèrement. Théodore Valmont n'a jamais besoin de considérer comment ses actions affectent les autres. Tu as toujours été ainsi depuis la fac. Le monde tourne autour de toi. Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de décennies d'histoires non dites. « Que veux-tu, Marcel » demanda finalement Théo. « Es-tu venu me ramener » Initialement, oui, admit Marcel. Mais maintenant, te voyant ici, vivant ce fantasme, il fit une pause, un sourire malicieux se formant sur ses lèvres. Maintenant, je suis curieux de voir comment cela va se terminer. Combien de temps avant que ta précieuse Louise ne découvre qu'elle héberge un menteur? Combien de temps avant qu'elle ne réalise que l'homme en qui elle a eu confiance n'est qu'une fraude? Le sang de Théo se glaça. « Tu ne ferais pas ça. »« Je ne le ferais pas ?» Marcel haussa un sourcil. « Peut-être que je l'ai déjà fait. Peut-être qu'en ce moment même, pendant son dîner romantique avec ce bel homme, elle découvre exactement qui est Théo. » Théo avança, saisissant Marcel par le revers de son costume. « Si tu lui fais du mal, tu vas faire quoi ?» défia Marcel sans montrer de peur. « Me poursuivre avec tes avocats coûteux, me menacer avec ton argent. Reviens à la réalité, Théodore. Tu ne peux pas vivre dans ce fantasme pour toujours. » Théo le lâcha, reculant d'un pas. « Pourquoi fais-tu cela ?» Le masque de froideur de Marcel tomba un instant, révélant quelque chose de plus profond. Peut-être de la douleur, peut-être de l'envie. Parce que quelqu'un doit te montrer que les actions ont des conséquences, même pour des hommes comme toi. Il ajusta son costume et marcha vers la porte. « Tu as une semaine, Théodore. Une semaine pour résoudre cette situation et revenir. À tes responsabilités. Où je raconterai moi-même à ta chère veuve exactement quel genre d'homme elle a accueilli. » Après le départ de Marcel, Théo s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Tout s'écroulait. Le refuge qu'il avait trouvé, la connexion qu'il avait établie avec Louise, tout était menacé par la réalité qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Pendant ce temps, dans un restaurant élégant du centre historique de Saint-Étienne, Louise et Richard savouraient un dîner aux chandelles. L'ambiance était sophistiquée, avec des chandeliers en cristal et de la musique live d'un quatuor à cordes. Richard avait été impeccable toute la soirée, attentionné, charmant, évoquant des souvenirs de jeunesse qui faisaient rire et rougir Louise alternativement. « Tu te souviens de ce Noël sur la place, quand il a neigé pour la première fois ?»« Depuis des décennies, » demanda Richard, remplissant le verre de Louise de vin rouge. « Comment pourrais-je oublier? Tu as essayé de me convaincre que tu avais organisé la neige spécialement pour moi, » répondit-elle, souriant au souvenir. « Et tu m'as cru pendant une glorieuse minute ?» rit-il. « J'ai toujours adoré cette combinaison de scepticisme et de romantisme chez toi. » Louise prit une gorgée de vin, étudiant l'homme en face d'elle. Richard était plus séduisant que jamais, les années ayant ajouté de la maturité à son charme, juvénile. Il était facile de se rappeler pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une réserve qu'elle ne pouvait pas expliquer complètement. « Richard, dit-elle finalement, posant son verre, pourquoi es-tu vraiment revenu, après tant de temps ?» Le sourire de Richard vacilla un instant. La vérité ? Toujours. Richard se pencha sur la table, ses yeux verts intenses sous la lumière des bougies. « Je ne t'ai jamais oublié, Louise. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé. J'ai eu d'autres relations, construit une carrière, voyagé dans le monde. Mais il y avait toujours un vide, quelque chose qui manquait. » Il fit une pause, prenant sa main entre les siennes. « Quand j'ai appris pour Antoine, j'ai été vraiment désolé pour toi, mais aussi, et pardonne-moi pour cela, j'ai senti que c'était peut-être une seconde chance pour nous. » Louise retira doucement sa main. « Richard, j'ai passé 20 ans à construire une vie avec Antoine. Une vie heureuse. Je commence à peine à retrouver mon chemin. »« Je sais, » assura-t-il rapidement. « Je ne demande rien maintenant. Je veux juste être présent, faire... »
partie de ta vie à nouveau. Le reste, eh bien le temps nous dira. Elle acquiesça, pas encore totalement convaincue. Et ton travail, je pensais que ta carrière passait toujours en premier. Une ombre passa sur le visage de Richard. J'ai appris quelques leçons difficiles au fil des ans. J'ai réalisé que le succès professionnel sans personne pour le partager est vide. Il y avait de la sincérité dans ses paroles, et Louise sentit son cœur s'ouvrir un peu. Peut-être que Richard avait vraiment changé. En parlant de partager des vies, continua-t-il son ton négligemment curieux, ton ami Théo, il semble assez intégré à ta routine. Louise sentit son visage se réchauffer. Théo a été une présence importante ces derniers temps. Il m'a aidé à recommencer à coudre, à affronter le deuil. Vous semblez proche, observa Richard, une légère teinte de jalousie dans sa voix. Y a-t-il quelque chose de plus qui se passe là? Nous sommes amis, répondit fermement Louise, bien que son cœur s'accélère en pensant aux regards échangés, aux conversations nocturnes, à l'intimité croissante entre elle et Théo. Richard l'étudia un moment, puis sourit. « Eh bien, je suis content que tu aies trouvé du soutien. Bien que... » Il hésita, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. « Bien que... » encouragea Louise, sentant une pointe d'inquiétude. « Rien, vraiment. C'est juste que... Connais-tu vraiment cet homme? D'où il vient? Qui il est ?» La question resta en suspens, semant des graines de doute que Louise tenta d'ignorer. Car la vérité était que, malgré la proximité qu'ils avaient développée, beaucoup de choses concernant Théo restaient un mystère. « J'en connais assez, » répondit-elle, plus pour elle-même que pour Richard. Le reste du dîner se déroula avec des conversations plus légères, mais la question de Richard demeura dans l'esprit de Louise. Durant le trajet de retour, elle resta majoritairement silencieuse, partagée entre la nostalgie éveillée par les retrouvailles avec Richard et les sentiments confus qu'elle nourrissait pour Théo. Quand Richard se gara devant sa maison, Louise remarqua que toutes les lumières étaient allumées. Théo l'attendait, contrairement à sa demande de ne pas le faire. « Merci pour le dîner, » dit-elle, se préparant à sortir de la voiture. Richard couvrit sa main de la sienne. « Louise, avant que tu partes, je veux juste que tu saches que je suis là maintenant. Je ne vais pas disparaître à nouveau. » Elle acquiesça, ne sachant pas exactement comment répondre. Quand elle se pencha pour un baiser d'adieu sur la joue, Richard tourna le visage au dernier moment, ses lèvres rencontrant les siennes dans un contact bref mais intentionnel. Louise recula, surprise, mais pas exactement offensée. C'était familier et étrange à la fois, comme revisiter un lieu d'enfance, reconnaissable mais plus son foyer. « Bonne nuit, Richard », dit-elle finalement, sortant de la voiture. En marchant vers la porte, Louise sentit le poids de deux histoires distinctes l'attirant dans des directions opposées. Le passé que Richard représentait, avec toutes ses possibilités non réalisées, et le présent incertain, mais profondément significatif, qu'elle avait construit avec Théo. En ouvrant la porte, elle trouva Théo dans le salon, son visage pâle et tendu, les yeux fixés sur elle, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son apparence. « Louise, » dit-il, sa voix tremblante, « nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. » Louise sentit un frisson parcourir son échine. L'expression sur le visage de Théo, un mélange de peur et de résolution, lui disait que ce qui allait suivre changerait tout entre eux. Lentement, elle déposa son sac sur la table latérale et s'assit sur le canapé, indiquant la place à côté d'elle. « Je t'écoute, » dit-elle, essayant de maintenir sa voix ferme malgré le nœud qui se formait dans sa gorge. Théo resta debout, marchant nerveusement dans le salon. Les lumières jaunâtres de la maison créaient des ombres dramatiques sur son visage, accentuant chaque ligne d'expression, chaque angle de sa physionomie peu conventionnelle. « Avant tout, » commença-t-il, sa voix basse, « je veux que tu saches que le temps que j'ai passé ici avec toi a été le plus authentique de toute ma vie. Ce que je ressens pour toi, ce que nous avons construit, rien de tout cela n'est un mensonge. » Le cœur de Louise s'accéléra. « Tu me fais peur, Théo. Que se passe-t-il » Il respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger en eaux inconnues. « Mon nom n'est pas Théodore Martin, c'est Théodore Valmont. » Le nom flotta dans l'air entre eux, lourd de signification que Louise ne comprenait pas encore complètement.
Valmont, répéta-t-elle, fronçant les sourcils. Comme le conglomérat Valmont, oui, compléta-t-il, trouvant enfin le courage de la regarder dans les yeux. Je suis le PDG et actionnaire majoritaire du groupe Valmont, l'un des hommes les plus riches de France. Louise eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Son esprit courait, essayant de concilier l'homme simple qu'elle avait connu, qui l'avait aidé dans l'atelier, qui avait partagé des repas modestes dans sa cuisine, qui avait dormi dans la chambre d'amis avec un vieux matelas, avec la figure qu'il révélait être maintenant. « Ça n'a pas de sens », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Pourquoi un milliardaire serait vivant comme un homme ordinaire? Théo compléta amèrement. Fuyant sa propre vie. C'est une longue histoire, Louise. Eh bien, apparemment, nous avons toute la nuit, répondit-elle, croisant les bras. La surprise initiale cédait la place à une colère croissante. Parce que tu me dois beaucoup d'explications. Théo acquiesça résigné et s'assit finalement. Pas à côté d'elle sur le canapé, mais dans le fauteuil opposé, comme s'il avait besoin de distance pour raconter sa vérité. Il y a 3 mois, j'ai finalisé un divorce tumultueux. Mon ex-femme, elle s'est mariée avec le nom, avec l'argent, pas avec moi. Quand elle a perdu l'intérêt, elle a trouvé quelqu'un de plus attirant. Il fit un geste vague en direction de son propre visage, un rappel de son apparence qui n'avait jamais correspondu aux standards conventionnels de beauté. C'était l'aboutissement d'une vie entière où je n'ai jamais su si les gens étaient avec moi pour ce que j'étais ou pour ce que j'avais. Amis, partenaires, même famille. Il y a toujours eu ce doute. Louise écouta en silence, son visage un masque impénétrable. Après le divorce, j'ai eu ce que mes conseillers ont poliment appelé un épisode d'épuisement, continua Théo. La vérité est que j'ai fait une dépression nerveuse. J'étais fatigué de vivre une vie qui semblait une mise en scène constante. Alors j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai pris ma voiture la moins ostentatoire, quelques documents avec mon 2e prénom et le nom de jeune fille de ma mère. Et simplement, je suis parti. Sans prévenir personne, demanda Louise, sa voix neutre. J'ai laissé le minimum organisé. Mon vice-président, Marcel, a temporairement pris les rênes. J'imaginais que ce ne serait que pour quelques semaines. Théo passa la main sur son visage fatigué. Mais alors quelque chose s'est produit. Pour la première fois en décennies, j'ai expérimenté ce que c'est d'être traité comme un homme ordinaire, sans flatterie, sans agenda caché. C'était libérateur. Et puis ta voiture est tombée en panne pendant un orage, conclut Louise, les pièces s'assemblant. Pratique. Théo eut la décence de paraître honteux. La voiture est vraiment tombée en panne, mais le téléphone, il était chargé. Ce fut mon seul mensonge cette nuit-là. J'aurais pu appeler à l'aide, mais quelque chose en toi, dans la façon dont tu m'as regardé, pas avec pitié ou répulsion pour mon apparence, juste avec gentillesse humaine, m'a donné envie de prolonger ce moment. Louise se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la nuit de Saint-Étienne était sereine, les étoiles visibles dans le ciel clair, un contraste avec la tempête qui se formait en elle. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement, sans se retourner. Théo hésita. « Parce que je ne veux pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Marcel était ici aujourd'hui. » Cela fit se retourner Louise, alarmée. « Ton vice-président est venu chez moi ?» Il m'a trouvé. Une photo de nous au marché a circulé, sur les réseaux sociaux. Théo se leva aussi, mais garda ses distances. Il m'a donné un ultimatum. 1 semaine pour résoudre cette situation et retourner à Paris, où il viendrait lui-même te dire qui je suis vraiment. Alors tu me le dis uniquement parce que tu as été acculé, conclut Louise, la douleur évidente dans sa voix. Pas parce que tu voulais être honnête avec moi. Non, s'exclama Théo faisant un pas vers elle. Je luttais avec ça depuis des jours, depuis que j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi est plus que de la gratitude ou de l'amitié. Je voulais te le dire, mais j'avais peur. Peur de quoi? De perdre ceci. Il fit un geste entre eux. Que en sachant qui je suis vraiment, tu me verrais différemment. Que l'argent, le nom, le pouvoir changeraient tout. Louise rit sans humour. Ironique, non? Tu as peur d'être valorisé uniquement pour ton argent, alors que tu construis une relation entière basée sur un mensonge. Les mots atteignirent Théo comme un coup physique. Ce n'était pas comme ça. Non?
défia Louise. Des années de douleurs refoulées trouvant enfin une sortie. Tu es entré dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur sous de faux prétextes. Pendant que j'ouvrais mon âme à toi, que je partageais ma douleur pour la perte d'Antoine, tu gardais des secrets fondamentaux. Quel genre de connexion est-ce, Théodore? L'utilisation de son nom complet le blessa plus que toute accusation. C'était comme si elle mettait une distance formelle entre eux, reculant vers un temps avant qu'existent Théo et Louise. Une connexion imparfaite, admit-il, sa voix se brisant, construite par un homme imparfait qui, pour la première fois de sa vie, se sentait vraiment vu. Non pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était. Un silence pesant s'abattit sur eux. Dehors, une voiture passa, ses phares projetant brièvement des motifs de lumière sur les murs du salon, illuminant le visage de Louise marqué par des larmes qu'elle n'avait même pas remarqué avoir versées. « Tu dois partir, dit-elle finalement, sa voix un murmure. « Louise, s'il te plaît. »« Je ne peux pas traiter cela maintenant, interrompit-elle, levant une main. J'ai besoin de temps, d'espace. » Théo acquiesça lentement, la réalité de ses actions le frappant finalement de plein fouet. Il avait essayé de fuir une vie de mensonges seulement pour en créer une nouvelle. « Je comprends, dit-il simplement. Je vais préparer mes affaires. » Pendant qu'il se retirait dans la chambre d'amis, Louise resta dans le salon, s'enlaçant elle-même comme si elle essayait de se protéger d'un froid intérieur. Son esprit était en turbulence. Elle se sentait trahie, trompée, utilisée, mais aussi confusément, compréhensive. Car n'avait-elle pas elle-même, tant de fois, souhaité échapper à son identité de la veuve? Ne comprenait-elle pas le désir d'être vue au-delà des étiquettes? Dans la chambre, Théo plaçait ses quelques possessions dans la petite valise avec laquelle il était arrivé. Le contraste ne pouvait être plus aigu. L'homme qui possédait des appartements sur 3 continents, des collections d'art évaluées en millions, des flottes de voitures luxueuses, maintenant tenait toute sa vie momentanée dans un seul bagage. Mais c'était dans cet espace minuscule, dans cette maison modeste à Saint-Étienne, qu'il avait trouvé quelque chose que toute sa fortune n'avait jamais pu acheter. Quand il revint dans le salon, Louise était assise à nouveau, sa posture rigide, les yeux fixés sur un point invisible devant elle. « Je resterai au Grand Hôtel, informa-t-il, sa voix prudente. Si, quand tu voudras parler, je serai là. » Louise acquiesça sans le regarder. Théo hésita à la porte, les mots coincés dans sa gorge. Il y avait tant à dire, mais rien ne semblait adéquat. « Quelle que soit ta décision, Louise, sache que les derniers mois ont été les plus vrais de ma vie. L'homme que tu as connu, Théo, est beaucoup plus réel que Théodore Valmont ne l'a jamais été. » Sur ces mots, il partit, la porte se fermant doucement derrière lui. Louise entendit ses pas s'éloigner, le son d'une voiture démarrant, puis le silence. Un silence qui semblait plus définitif, plus vide que celui qu'elle avait affronté après avoir perdu Antoine. Les heures qui suivirent furent un flou d'émotions contradictoires. Colère, confusion, douleur, et quelque chose de plus profond, plus effrayant. La sensation de perte d'un nouveau type de deuil. Parce que, malgré le mensonge, ce qu'elle avait construit avec Théo avait été réel. Il avait ramené de la couleur dans sa vie, l'avait aidé à redécouvrir sa passion, son but. Quand le soleil commença à se lever, Louise était toujours assise au même endroit, les yeux brûlants d'avoir tant pleuré et du manque de sommeil. À côté d'elle, le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était trop tôt pour des appels sociaux. « Allô ?» répondit-elle, sa voix rauque. « Louise, c'est Richard. Désolé d'appeler si tôt, mais je dois te parler. C'est à propos de ton ami, Théo. » Le cœur de Louise se glaça. « Qu'en est-il? Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je peux passer dans une demi-heure ?» Louise ferma les yeux, trop épuisée pour plus de révélations. « Ce n'est pas nécessaire, Richard. Il m'a déjà tout dit hier soir. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Il t'a dit, à propos d'être Théodore Valmont ?»« Oui, » répondit-elle sèchement. « Tu le savais déjà ?»« Je l'ai découvert hier, » admit Richard. « Un de mes amis dans le monde des affaires ?»« L'a reconnu sur la photo que j'ai prise de vous deux au marché. J'allais te prévenir. » Louise ressentit une nouvelle vague de trahison. Richard avait pris des photos d'eux sans qu'elle le sache. « Merci pour ton inquiétude, » dit-elle froidement. « Mais comme je l'ai dit, je suis déjà au courant. »« Et lui, où est-il ?»« Il est parti, » répondit Louise,
surprise par la douleur que ces simples mots causaient. Je lui ai demandé de partir. « Tu as bien fait », approuva rapidement Richard. « Les hommes comme lui sont habitués à jouer avec les sentiments des autres. Je vais passer te tenir compagnie. Tu ne devrais pas rester seul après un choc comme celui-là. » « Non », interrompit fermement Louise. « Merci, mais j'ai besoin de temps pour moi-même maintenant. » Après avoir raccroché, Louise marcha jusqu'à l'atelier, à l'arrière de la maison. L'espace qui avait été abandonné pulsait maintenant, de vie et de possibilités, grâce à Théo. Chaque coin contenait un souvenir, lui organisant des tissus, apprenant à coudre, riant de ses propres tentatives maladroites avec l'aiguille. Elle s'assit à la machine à coudre, passant les doigts sur la robe bleue qu'ils avaient travaillée ensemble. Elle était presque prête, ne manquant que les dernières finitions. Elle commença à coudre mécaniquement, laissant le rythme familier la calmer, ordonner ses pensées. À mesure qu'elle travaillait, une idée commença à se former dans son esprit. Ce n'était pas seulement à propos de Théo ou du mensonge, c'était à propos de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, des vies qu'ils avaient touchées à travers la renaissance de son atelier. La semaine précédente, ils avaient discuté de la possibilité d'offrir des cours de couture aux femmes défavorisées de la communauté voisine. C'était l'idée de Théo, ou serait-il mieux de dire de Théodore. Cette distinction importait-elle vraiment? L'homme qui avait proposé le projet, qui s'était enthousiasmé à l'idée de donner de nouvelles compétences et de l'espoir à des femmes en situation vulnérable, était le même homme, indépendamment du nom ou du compte bancaire. Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant l'atelier d'une clarté nouvelle, Louise prit une décision. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait pour elle et Théo, si elle pourrait lui pardonner complètement, s'il pourrait reconstruire la confiance brisée. Mais elle savait que l'idée qu'ils avaient conçue ensemble, d'utiliser la couture comme outil de transformation sociale, était plus grande que d'eux, plus grande que leur douleur personnelle. Avec une détermination renouvelée, elle termina la robe bleue. Ensuite, elle prit papier et stylo et commença à esquisser un plan pour ce qu'elle appellerait « projet entrelacement », un programme de formation en couture pour des personnes qui, comme elle et comme Théo, avaient besoin de redécouvrir leurs valeurs et leurs buts. Des heures plus tard, quand le plan était détaillé sur papier, Louise réalisa qu'il y avait quelque chose qu'elle devait faire avant toute autre chose. Elle prit le téléphone et, après un moment d'hésitation, composa le numéro du Grand Hôtel. « S'il vous plaît, la chambre de Théodore Valmont », demanda-t-elle, l'étrangeté de ce nom sur ses lèvres encore évidente. Après quelques instants, la voix familière de Théo résonna de l'autre côté, prudente, pleine d'espoir. « Louise, nous devons parler, dit-elle simplement. Pas à propos de nous, pas encore, mais à propos d'une idée, quelque chose que nous avons commencé ensemble et que je crois que nous devrions terminer, indépendamment de ce qui arrive entre nous. » Il y eut une pause, puis la voix empreinte d'émotion, Théo répondit « Je serai là dans 20 minutes. » Pendant qu'elle attendait, Louise prépara du café, fort comme il l'aimait. Ses sentiments étaient encore confus, la douleur toujours présente, mais quelque chose de plus fort émergeait. La compréhension que parfois le but transcende la douleur personnelle et que certaines connexions, même imparfaites, méritent une chance de guérison. Quand la sonnette retentit, Louise respira profondément et ouvrit la porte. Théo était là, avec des cernes profondes qui indiquaient une nuit sans sommeil, portant des vêtements simples qui contrastaient avec la nouvelle image qu'elle avait maintenant de lui, celle du puissant. Homme d'affaires Théodore Valmont. Leurs regards se croisèrent, chargés de mots non dits, de possibilités incertaines. Mais entre eux, comme un pont sur des eaux turbulentes, il y avait une idée partagée. Un projet qui pourrait peut-être être le début de la reconstruction de quelque chose de brisé, ou l'adieu le plus significatif qu'il pourrait s'offrir, l'un à l'autre. 2 semaines passèrent depuis la révélation qui avait secoué le monde de Louise. Le projet entrelacement avait pris vie par lui-même, plus rapidement que l'un ou l'autre aurait pu l'imaginer. Une ancienne boutique abandonnée dans le centre historique de Saint-Étienne avait été louée et transformée en un espace accueillant, avec des machines à coudre disposées en cercle, des étagères remplies de tissus colorés et des murs décorés de dessins de mode et de phrases inspirantes. Louise et Théo travaillaient ensemble, mais comme des collègues distants, une formalité prudente imprégnant chaque interaction. Durant la journée, ils se concentraient sur le projet, évitant les conversations personnelles. Le soir, chacun retournait à son espace respectif,
Louise à sa maison de la rue des Lilas, Théo à sa suite au Grand Hôtel. Ce matin de vendredi, Louise arriva tôt à l'atelier école pour finaliser les préparatifs pour la première classe officielle, qui commencerait le lundi suivant. Ils avaient déjà réalisé un cours expérimental avec 10 femmes de la communauté voisine et le résultat était prometteur. Les yeux brillants des participantes en créant leur première pièce confirmaient ce que Louise et Théo croyaient. La couture pouvait être plus qu'un métier, elle pouvait être un chemin vers l'estime de soi et l'indépendance. Alors, qu'elle organisait les kits de matériaux pour les futurs élèves, Louise entendit la porte s'ouvrir. Elle se retourna s'attendant à voir Théo, mais c'était Richard qui entrait, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, portant un bouquet de roses rouges. « Bonjour ma belle », s'exclama-t-il, s'approchant pour l'embrasser sur la joue. « Je suis venu voir ce fameux projet qui consume tout ton temps. » Louise accepta les fleurs avec un sourire poli, mais sans la chaleur que Richard espérait clairement. Ces dernières semaines, il avait tenté de se rapprocher plusieurs fois avec des invitations à dîner et des cadeaux coûteux qu'elle refusait poliment. « C'est gentil de ta part, » répondit-elle, posant les fleurs sur la table de coupe. « Comment as-tu su où me trouver ? Saint-Étienne est petite, tu as oublié. Tout le monde parle de l'école de couture de Louise. » Il regarda autour de lui, évaluant l'espace avec un intérêt sincère. « Impressionnant ce que tu as accompli en si peu de temps. »« Je ne l'ai pas fait seul, » répondit automatiquement Louise, une pointe de loyauté envers Théo surgissant de façon inattendue. Richard fronça légèrement les sourcils. « Ah oui, ton ami milliardaire. Il est toujours dans les parages. Alors, Théodore est mon partenaire dans ce projet, » corrigea-t-elle, soulignant le nom complet comme une barrière professionnelle. « Et oui, il est très impliqué. » Comme s'il avait été convoqué par la mention, Théo entra dans l'atelier à ce moment, portant plusieurs sacs de tissus. En voyant Richard, son visage se ferma momentanément, mais il composa rapidement une expression neutre. « Bonjour », salua-t-il, posant les sacs sur une table. « Je ne savais pas que nous aurions des visites aujourd'hui. »« Ce n'est pas une visite officielle, » clarifia Richard, tendant la main dans un geste forcément cordial. « Je suis juste passé voir comment va Louise et découvrir le projet qui rend toute la ville curieuse. » Théo serra brièvement sa main. Ces derniers jours, il avait adopté une apparence plus en accord avec sa véritable identité. Des vêtements de meilleure qualité, une posture plus confiante, bien qu'il conservât la simplicité qui avait caractérisé Théo. Cette transformation subtile n'était pas passée inaperçue pour Louise. « J'ai trouvé ces tissus dans l'entrepôt de Madame Odette », informa Théo, se tournant vers Louise avec un professionnalisme étudié. Elle a fait un don généreux quand elle a su que nous les utiliserions pour le projet. « C'est merveilleux, » répondit Louise, examinant les matériaux. « Nous avons de la chance de compter sur le soutien de la communauté. » Richard observait l'interaction avec intérêt, notant la tension non résolue entre eux. « Alors comment fonctionne exactement ce projet ? Est-ce une école de couture traditionnelle ?»« Pas exactement, » expliqua Louise, ses yeux s'illuminant avec la passion pour le travail. Le projet Entrelacement offre une formation technique en couture, oui, mais va au-delà. Nous travaillons avec des femmes en situation vulnérable. Beaucoup d'entre elles, chefs de famille, certaines faisant face au deuil ou à des recommencements difficiles. L'idée est de fournir non seulement une compétence professionnelle, mais une communauté de soutien, continua Théo, complétant automatiquement la pensée de Louise, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. La couture devient une métaphore pour reconstruire des vies, un point à la fois. Louise le regarda, surprise par la synchronicité qui persistait entre eux, malgré la distance émotionnelle. Richard remarqua le regard et se racla la gorge, créant une interruption délibérée. « Très noble », commenta-t-il avec un enthousiasme qui n'atteignait pas ses yeux. « Et qui finance tout cela ? J'imagine que M. Valmont, ici présent, utilise son empire pour soutenir le projet ?» La question portait une provocation à peine déguisée. Théo serra la mâchoire, mais garda son sang-froid. Le financement initial est venu de ressources personnelles. Oui, répondit-il calmement. Mais nous avons déjà 3 entreprises locales qui se sont engagées avec des parrainages continus et nous développons une ligne de produits qui sera commercialisée pour générer des revenus propres pour le projet. Une approche durable, commenta Richard véritablement impressionné malgré lui-même. Et dites-moi, Valmont, combien de temps comptez-vous rester à Saint-Étienne jouant au philanthrope ?
Votre empire ne ressent pas votre absence ?» La provocation était claire maintenant, et Louise intervint avant que la tension n'escalade. « Richard, je te remercie pour ta visite, mais nous avons beaucoup de travail devant nous. La première, classe officielle commence lundi. » Richard saisit l'allusion, bien qu'il ne semblât pas satisfait. « Bien sûr, je ne veux pas déranger. » Il s'approcha de Louise, prenant sa main. « Que dirais-tu de dîner demain soir pour célébrer ton nouvel engagement ?»« J'ai un rendez-vous demain, » répondit automatiquement Louise, retirant sa main avec délicatesse. « Peut-être une autre fois. » Après le départ de Richard, un silence inconfortable plana entre Louise et Théo. Tous deux se concentrèrent sur des tâches pratiques, lui organisant des tissus, elle finalisant les kits de matériaux, jusqu'à ce que Théo brise finalement le silence. « Il est vraiment déterminé à te reconquérir, » observa-t-il, essayant de maintenir un ton décontracté. Louise soupira, abandonnant sa tâche pour le regarder. Richard a toujours été persistant, c'est une partie de son charme selon lui. Et ça fonctionne ? La question s'échappa avant que Théo ne puisse la contenir, plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois depuis des jours, réellement se rencontrèrent, sans la barrière de formalité professionnelle qu'ils avaient érigée. « Non, » répondit simplement Louise, « ça ne fonctionne pas. » Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux, chargé de possibilités non explorées, de mots non dits. « Louise, » commença Théo, faisant un pas vers elle, « je sais que j'ai demandé que nous attendions que le projet soit établi pour parler de « nous ». Mais 2 semaines sont passées, et chaque jour est plus difficile de travailler à tes côtés en prétendant que nous sommes juste des collègues. » Louise sentit son cœur s'accélérer. Elle souffrait aussi de cette distance auto-imposée, de cette formalité qui avait remplacé l'intimité chaleureuse qu'ils avaient partagée. « Je sais, » admit-elle doucement. « Pour moi non plus, ce n'est pas facile. » « Puis-je être complètement honnête ?» demanda Théo, son visage reflétant une vulnérabilité qui contrastait avec l'image du puissant homme d'affaires qu'il était réellement. Louise acquiesça, incapable de parler au-delà du nœud dans sa gorge. « Je suis amoureux de toi, » avoua-t-il, les mots sortant comme s'ils étaient restés longtemps prisonniers. « Pas Théodore Valmont, le milliardaire, mais l'homme que tu as connu comme Théo. L'homme que tu as aidé à redécouvrir qui il est vraiment, au-delà des titres et des comptes bancaires. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Louise. « Le mensonge fait encore mal, Théo, ou devrais-je t'appeler Théodore maintenant ? Appelle-moi comme tu veux tant que tu m'appelles Tien, » répondit-il, un sourire triste sur ses lèvres. « Je sais que j'ai brisé ta confiance, et j'en accepte la responsabilité. Mais tout le reste était réel, Louise. Chaque conversation, chaque moment partagé, chaque rire, c'était la version la plus authentique de moi qui ait jamais existé. » Louise essuya une larme qui s'était échappée. « Comment puis-je le savoir ? Comment puis-je être sûr que je ne suis pas trompé à nouveau ? Tu ne peux pas, » admit Théo avec une honnêteté douloureuse. « La confiance ne vient pas avec des garanties. Je peux seulement promettre qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de secrets. Je suis un homme imparfait, avec un visage imparfait. C'est une vie compliquée. Mais mes sentiments pour toi sont la chose la plus pure que j'ai jamais éprouvée. » Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Marcel Perrin entra dans l'atelier comme s'il en était le propriétaire, son costume impeccable et son expression arrogante contrastant avec l'atmosphère émotive qu'il trouva. « Quelle scène touchante !» commenta-t-il sarcastiquement, regardant autour de lui avec dédain. Le puissant Théodore Valmont déclarant son amour dans un atelier de couture provincial. Les tabloïds paieraient une fortune pour cette histoire. Théo se redressa, son visage durcissant en voyant son ancien ami. « Que fais-tu ici, Marcel ?»« Ton délai est écoulé, » répondit froidement Marcel. « 1 semaine, tu te souviens ? Pour résoudre cette situation et revenir à tes responsabilités. 2 semaines sont déjà passées. »« Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Théo, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. « Ton ami Richard a été très serviable, » sourit Marcel, confirmant le soupçon. « Apparemment, vous avez un intérêt commun pour la charmante Madame Mercier, et il a été assez contrarié d'apprendre que tu restes en ville. » Louise regarda l'un et l'autre, comprenant finalement l'étendue de la situation. « Richard t'a cherché ? » « Disons que nous avons des intérêts alignés, » expliqua Marcel, s'adressant à elle avec une fausse cordialité. « Il te veut loin de Théodore.
Je veux Théodore de retour à Paris. Un partenariat convenable. » « Tu n'as pas changé du tout, » commenta Théo avec dégoût. « Toujours à manipuler les situations pour ton bénéfice. »« J'ai appris du meilleur, » rétorqua Marcel, une amertume ancienne transparaissant dans sa voix. « Ou as-tu oublié comment tu as construit ton empire, Théodore? Ce n'était pas seulement avec du travail acharné et une vision d'affaires. » L'accusation voilée plana dans l'air. Louise regarda Théo, un nouveau doute apparaissant dans ses yeux. « Vieux, que ne savait-elle pas d'autre sur l'homme qu'elle aimait? Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle à Marcel, sa voix ferme malgré la confusion intérieure. Marcel sourit, percevant l'opportunité. « Ah, il ne t'a pas raconté cette partie de l'histoire? Comment l'Empire Valmont a grandi grâce à des acquisitions agressives? Comment des entreprises familiales ont été ruinées pour alimenter l'expansion du conglomérat? » « C'était il y a des décennies, » protesta Théo, sa voix tendue. « Avant même que je ne prenne la présidence. C'était d'autres temps, d'autres méthodes. » « Des méthodes que tu n'as jamais remises en question, » insista Marcel. « Des méthodes que tu as continué à utiliser quand c'était pratique. » Louise se sentait étourdie par cette nouvelle révélation. Combien y avait-il encore à découvrir sur Théodore Valmont? Combien de couches existaient encore au-delà de l'homme qu'elle pensait connaître? « Assez, Marcel, » interrompit Théo, sa voix acquérant une autorité que Louise avait rarement entendue. « Je ne suis pas venu à Saint-Étienne pour fuir mes responsabilités, mais pour trouver de la clarté. Et j'en ai trouvé. » Il regarda Louise, son expression s'adoucissant. « J'ai trouvé bien plus que ce que j'espérais. » Il se tourna à nouveau vers Marcel, déterminé. « Tu as raison sur une chose. J'ai des responsabilités que je ne peux plus ignorer. Mais cela ne signifie pas que je reviendrai à la même vie qu'avant. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marcel, confus par le changement de ton. « Je veux dire que je retournerai à Paris la semaine prochaine, oui. Je reprendrai mon rôle au sein du groupe Valmont, mais avec des conditions. » Théo parlait maintenant comme l'homme d'affaires qu'il était réellement, sa posture droite, sa voix ferme. La première, le groupe lancera un programme de responsabilité sociale axé sur les communautés vulnérables, en commençant par l'expansion du projet Entrelacement vers d'autres villes. Marcel rit avec incrédulité. « Et tu penses que le Conseil approuvera cela ? » « Le Conseil me répond à moi, pas l'inverse, » rappela Théo, son autorité incontestable à ce moment. Deuxième condition, un audit complet de nos pratiques d'acquisition et de fusion, pour garantir que nous croissons de manière éthique et responsable. Louise observait cette transformation avec un mélange de fascination et d'appréhension. C'était un côté de Théo, non de Théodore, qu'elle n'avait jamais vu, le leader, le visionnaire, l'homme habitué au pouvoir. Et la troisième condition, continua Théo regardant directement Louise, est que j'aurai la liberté de partager mon temps entre Paris et Saint-Étienne. Parce qu'il y a quelque chose ici, quelqu'un ici, qui est devenu essentiel pour moi. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'émotions conflictuelles. Marcel semblait désarmé par la détermination de Théo, ses attentes de confrontation frustrées par l'approche inattendue. « Tu as changé », observa-t-il finalement, un respect réticent dans sa voix. « Oui », acquiesça simplement Théo, « j'ai changé. » Marcel hocha lentement la tête, évaluant ses options. « Je vais communiquer ta décision au Conseil. Ils attendent une visioconférence de ta part d'ici la fin de la semaine. » Après le départ de Marcel, Louise et Théo restèrent silencieux, le poids des révélations et des décisions planant entre eux. « Alors tu vas revenir », constata finalement Louise, sa voix neutre, cachant la turbulence intérieure. « Je dois affronter qui j'ai été pour devenir qui je veux être », répondit Théo, s'approchant d'elle avec précaution. « Mais cela ne signifie pas renoncer à ce que j'ai trouvé ici, à ce que nous avons trouvé ensemble. »« Et qu'avons-nous exactement trouvé, Théodore ?» demanda-t-elle, utilisant délibérément son nom complet. « Une connexion basée sur des demi-vérités, un amour construit sur des identités partielles ?»« Non, » répondit-il fermement. « Nous avons trouvé quelque chose de réel au milieu de circonstances imparfaites. Nous nous sommes trouvés l'un l'autre quand nous étions tous deux perdus. Tu m'as appris à voir la beauté au-delà des apparences, pas seulement chez les autres, mais en moi-même. » Louise sentit les larmes se former à nouveau. « J'ai peur, » admit-elle, sa voix presque un murmure. « Peur de tomber amoureuse de quelqu'un qui vit dans un monde si différent du mien. Peur de ne pas être suffisante pour Théodore Valmont.
même si j'ai été plus que suffisante pour Théo Martin. Théo prit ses mains entre les siennes, son toucher à la fois doux et ferme. Tu ne seras jamais insuffisante pour moi, Louise. C'est toi qui me complète, qui me donne envie d'être meilleure. L'argent, le pouvoir, rien de tout cela n'importe comparé à ce que nous avons construit. Et comment cela serait-il concrètement ? Demanda-t-elle, se permettant pour la première fois d'envisager la possibilité d'un avenir avec lui. Toi à Paris dirigeant un empire, moi ici avec mon atelier et le projet. Ce serait comme « Nous voulons que ce soit », répondit Théo, un sourire plein d'espoir sur son visage. Je peux travailler à distance une partie du temps. Je peux voyager entre les deux villes. Nous pouvons construire quelque chose d'unique, qui fonctionne pour nous. Louise hésita, des années d'insécurité et la peur récente de la trahison luttant contre l'amour qui avait grandi dans son cœur. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour traiter tout cela, pour être sûre. Théo acquiesça, respectant son besoin. Le temps est quelque chose que j'ai à donner. J'attendrai pour toi aussi longtemps que nécessaire. Ce moment, ils furent interrompus par l'arrivée de 3 femmes, futures élèves du projet qui venaient pour une orientation préliminaire. Le moment intime se termina, mais quelque chose avait changé entre eux. Une porte qui avait été fermée était maintenant, sinon complètement ouverte, du moins entr'ouverte. Tandis qu'ils recevaient les visiteuses, expliquant les objectifs du projet et montrant l'espace, Louise observait Théo, interagissant avec les femmes, gentils, respectueux, sincèrement intéressés par leurs histoires. Il n'y avait aucune trace du milliardaire arrogant que Marcel avait insinué, seulement l'homme attentionné qu'elle avait connu et dont elle était tombée amoureuse. Et c'est alors que Louise comprit une vérité fondamentale. Les personnes sont plus que leurs circonstances, plus que leurs erreurs, plus que leurs secrets. Ce sont des êtres en constante évolution, capables de changement, de croissance, de rédemption. Elle-même en était la preuve. La veuve qui avait retrouvé un but et de la joie après une perte dévastatrice. Peut-être, réfléchit-elle. En observant Théo enseigner à l'une des femmes comment faire fonctionner la machine à coudre, était-il possible de construire quelque chose de nouveau à partir de fondations imparfaites? Peut-être que l'amour véritable n'exigeait pas la perfection, seulement l'authenticité et le courage de continuer à essayer, même après les erreurs et les déceptions. La décision ne serait pas prise ce jour-là, ni peut-être dans les jours suivants. Mais la graine de la possibilité était plantée, et avec elle un espoir que Louise n'avait pas osé ressentir depuis qu'elle avait découvert la véritable identité de l'homme qu'elle avait accueilli chez elle une nuit d'orage. 3. Mois s'écoulèrent depuis l'inauguration officielle du projet Entrelacement. Ce qui avait commencé comme une petite initiative locale était devenu un programme respecté à Saint-Étienne, avec une liste d'attente pour les nouvelles classes et des commandes régulières pour la ligne de produits développée par les Topsy Chase élèves. Le succès avait attiré l'attention des médias régionaux et un journal de Lyon préparait un reportage spécial sur le projet. Louise était dans l'atelier école, guidant une élève dans la finalisation d'une robe de soirée, quand son téléphone sonna. C'était Théodore qui partageait maintenant son temps entre Paris et Saint-Étienne, comme il l'avait promis. « Salut », répondit-elle, un sourire automatique apparaissant sur ses lèvres. « Tout va bien ?»« Tout va très bien », répondit-il, sa voix transmettant une excitation contenue. « J'ai des nouvelles. Je serai à Saint-Étienne cet après-midi. Pouvons-nous nous rencontrer au café de Madame Sophie à 4 heures ?» Après l'appel téléphonique, Louise continua son travail avec les élèves. Mais son esprit vagabondait, imaginant quelles pourraient être les nouvelles de Théodore. Ces derniers mois, ils avaient reconstruit leur relation avec soin, comme une couture délicate qui exige une attention aux détails. La confiance, autrefois rompue, se renforçait à chaque promesse tenue, à chaque vérité partagée. Théodore avait tenu parole. Il avait repris ses responsabilités entrepreneuriales sans abandonner son engagement envers le projet et, plus important, envers Louise. La distance géographique devenait insignifiante face à la proximité émotionnelle qu'ils avaient reconquise. À 4 heures précises, Louise entra dans le café de Madame Sophie, un charmant établissement dans le centre historique de Saint-Étienne. Théodore l'attendait déjà, assis à une table au fond, loin des fenêtres. Malgré sa notoriété croissante dans la ville, maintenant que sa véritable identité était connue, il préférait encore la discrétion. « Tu es magnifique », dit-il. «
se levant pour la saluer d'un doux baiser. Ses yeux parcoururent la robe vert émeraude qu'elle portait, une de ses propres créations. Cette teinte met en valeur tes yeux. Louise sourit, sentant toujours les papillons dans son ventre que sa présence provoquait, même après des mois ensemble. Merci. Tu es bien aussi. Et il l'était. Le Théodore qui s'asseyait en face d'elle maintenant était une fusion intéressante de l'homme qu'elle avait connu comme Théo et de l'homme d'affaires Théodore Valmont. Il portait des vêtements de qualité, mais sans ostentation, et conservait la simplicité authentique qui l'avait captivé. « Alors, quelles sont les nouvelles ?» demanda-t-elle après avoir commandé du café. Théodore semblait à la fois excité et nerveux, un état rare pour lui. « J'en ai deux, en fait. La première concerne le projet Entrelacement. » Il fit une pause dramatique. « Le Conseil a approuvé l'expansion. Nous ouvrirons des unités dans 3 villes le semestre prochain, Lyon, Paris et Marseille. » Louise haleta, portant ses mains à son visage. « Théodore, c'est merveilleux. Tant de femmes pourront en bénéficier. » Son esprit bouillonnait déjà de possibilités, de plans de formation, avec la vision d'un réseau national d'ateliers-écoles transformant des vies. Il y aura un fonds d'investissement spécifique et chaque unité conservera son autonomie locale, suivant le modèle que nous avons développé ici, continua-t-il, contaminé par son enthousiasme. Nous voulons que chaque communauté adapte le projet à ses besoins spécifiques. C'est plus que ce dont nous rêvions, commenta Louise, ses yeux brillants. En fait, Théodore hésita. C'est exactement ce dont j'ai rêvé, depuis que j'ai compris le potentiel de ce que nous créons ensemble. Te voir transformer ta propre douleur en quelque chose qui aide d'autres personnes. Cela m'a inspiré à faire de même avec mes ressources. Louise serra sa main sur la table, profondément touchée. Leur voyage avait été marqué par des hauts et des bas, par des révélations douloureuses et des réconciliations délicates, mais la base avait toujours été cette capacité mutuelle à inspirer le meilleur l'un chez l'autre. « Et quelle est la deuxième nouvelle ?» demanda-t-elle, remarquant que l'expression de Théodore avait changé, devenant plus sérieuse. Il respira profondément. Celle-ci est plus personnelle et possiblement compliquée. Il sortit de sa poche une enveloppe et la posa sur la table. « J'ai reçu ceci hier. Ce sont les résultats d'une recherche généalogique que j'ai initiée il y a quelques semaines. » Louise regarda l'enveloppe confuse. « Recherche généalogique, pourquoi ? » « Quelque chose que tu as mentionné une fois, à propos de ta grand-mère maternelle venue du Jura, d'une famille nommée Leroy, expliqua Théodore. Ma bisaïeule était aussi une Leroy, d'une petite ville à la frontière avec la Suisse. J'ai pensé que ce serait une coïncidence intéressante à explorer. Et qu'as-tu découvert ? Demanda Louise, un étrange pressentiment se formant dans sa poitrine. Théodore ouvrit l'enveloppe et en retira quelques feuilles avec des arbres généalogiques et des documents anciens. Nos familles sont connectées, Louise. Ta grand-mère, Antoinette Leroy, et mon bisaïeul Jérôme Leroy étaient cousins au 2e degré. Louise cligna des yeux, essayant de traiter l'information. Cela signifie que nous sommes des parents éloignés, oui, compléta Théodore, observant attentivement sa réaction. Cousins au 4e degré, approximativement. Un silence tomba entre eux tandis que Louise examinait les documents. La révélation était inattendue, mais étrangement, pas aussi choquante qu'elle aurait pu l'être. D'une certaine façon, cela semblait expliquer la connexion instantanée qu'ils avaient ressentie, cette familiarité inexplicable dès la première rencontre. « Pourquoi avoir recherché cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement, levant les yeux des papiers. Théodore hésita puis tendit la main pour toucher doucement son visage. « Parce que je veux construire un avenir avec toi, Louise. Et avant de franchir ce pas, je devais être sûr qu'il n'y avait pas de complications. » Le cœur de Louise s'accéléra. « Un avenir, épouse-moi, dit-il simplement, sans fioriture ni grand geste. Juste la vérité crue de son désir. Pas pour ce que j'ai, pas pour qui je suis dans le monde des affaires, mais pour ce que nous avons construit ensemble, pour ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Des larmes apparurent dans les yeux de Louise. La demande n'était pas inattendue. Ils avaient parlé de possibilités futures ces dernières semaines, mais sa simplicité, l'honnêteté dépourvue d'artifice, la toucha profondément. « Et le fait que nous soyons parents,
demanda-t-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Des cousins au 4e degré ne comptent guère comme un empêchement. Théodore rit doucement. De plus, il y a quelque chose de poétiquement juste là-dedans. Tu ne trouves pas? À deux lignées de la même famille qui se sont séparées pendant des générations, seulement pour se retrouver en nous. Louise acquiesça, une sensation de complétude la remplissant. Comme si nous étions destinés à nous rencontrer, indépendamment des circonstances. Alors, c'est un oui? Demanda Théodore, une vulnérabilité rare transparaissant dans sa voix. Avant que Louise ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit avec force, et Richard fit irruption dans l'établissement, son visage contorsionné en une expression de fureur contenue. Il marcha directement vers leur table, ignorant les regards curieux des autres clients. « Désolé d'interrompre ce moment touchant, dit-il sarcastiquement, mais j'ai pensé que tu devrais voir ceci avant de prendre une décision, Louise. » Il aima Sam, jeta un dossier sur la table, éparpillant les documents généalogiques. « Richard, que signifie ceci ?» demanda Louise, choquée par l'intrusion. « Demande à ton prétendant, » répondit Richard, pointant vers Théodore. « Demande-lui à propos du projet immobilier qu'il planifie pour Saint-Étienne, celui qui va déloger des familles entières dans le quartier Montchoisy pour construire un complexe de luxe. » Louise regarda Théodore, la confusion dans ses yeux. « De quoi parle-t-il » Théodore soupira, passant la main sur son visage. « C'est un projet préliminaire du département de développement immobilier. Il n'a pas été approuvé, ni même passé par mon examen encore. »« Mais il existe, » insista Richard, triomphant. « Ton empire continue d'opérer avec les mêmes méthodes prédatrices qu'avant, pendant que tu joues au philanthrope pour impressionner Louise. »« Cela suffit, Richard, » dit Théodore, sa voix calme mais ferme. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles et tu fais des accusations sans fondement. »« Sans fondement ?» Richard rit amèrement, ouvrant le dossier. « J'ai des copies des études préliminaires, des projections financières, des plans de relogement, des familles, tout avec l'entête du groupe Valmont. » Louise sentit le monde tourner légèrement. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après la confiance soigneusement reconstruite, était-il possible que Théodore cache encore des vérités importantes? « Théodore » demanda-t-elle, sa voix petite. Il prit ses mains fermement. « Louise, regarde-moi. Le groupe Valmont a des dizaines de départements et des centaines de projets en phase préliminaire à tout moment. Celui-ci en est un, oui, mais il n'a pas mon approbation et ne l'aura jamais. En fait, il lança un regard dur à Richard. J'ai déjà demandé l'archivage de ce projet spécifique la semaine dernière, précisément parce qu'il va à l'encontre des nouvelles valeurs que nous implémentons. » Richard semblait momentanément désarmé, mais se reprit rapidement. « Pratique, non? Tu l'as archivé uniquement parce que tu savais que je l'avais découvert. » En fait, une nouvelle voix interrompit, il a archivé le projet pendant la réunion du conseil mardi dernier. J'étais présent. Tous se tournèrent pour voir Marcel Perrin debout près de la table, impeccablement vêtu comme toujours. Sa présence inattendue surprit tout le monde, particulièrement Théodore. « Marcel, que fais-tu ici ?»« Je suis venu t'apporter quelques documents qui nécessitent une signature urgente, » répondit Marcel, posant un dossier sur la table. « Je ne m'attendais pas à trouver un petit drame en cours. » Richard regarda le nouveau venu avec méfiance. « Et qui êtes-vous » ? Marcel Perrin, vice-président du groupe Valmont, se présenta-t-il, tendant une main que Richard ignora. Et, apparemment témoin du fait que Théodore a explicitement rejeté ce projet que vous présentez si dramatiquement, comme preuve de... Quoi, exactement? Que les grandes entreprises ont des départements qui proposent des projets discutables. C'est difficilement une révélation fracassante. Louise observait la scène avec une clarté croissante. Richard n'était pas là par préoccupation pour les familles de Montchoisy, mais par jalousie, par une dernière tentative désespérée de sabotage. « Comment as-tu obtenu ces documents, Richard ?» demanda-t-elle, sa voix acquérant une nouvelle fermeté. Richard hésita mal à l'aise. « J'ai des contacts dans le secteur immobilier. Quelqu'un m'a alerté sur le projet. Quelqu'un à l'intérieur du groupe Valmont, » déduisit Marcel, plissant les yeux. « Intéressant, il semble que nous ayons un problème interne de sécurité à résoudre. » Théodore regardait Richard avec un mélange de pitié et d'irritation. « Pourquoi faire cela, Richard? Qu'espérais-tu accomplir ?» « La vérité, répondit Richard, mais sa conviction sonnait fausse même à ses propres oreilles.
Je voulais que Louise voie qui tu es vraiment. » « Et qui est-il vraiment ?» intervint Louise se levant. « Un homme qui a pris la direction d'un conglomérat aux pratiques discutables et travaille activement à le transformer. Un homme qui utilise ses ressources pour créer des opportunités pour des personnes qui n'en auraient jamais autrement. Un homme imparfait, oui, avec un passé complexe, mais déterminé à faire mieux. » Sa voix gagnait en force à chaque mot. Des années de silence et d'accommodement cédant la place à une assurance qui surprenait tout le monde, y compris elle-même. « Ou peut-être voulais-tu que je voie qui tu es vraiment, Richard ?» poursuivit-elle, le regardant directement. Quelqu'un prêt à manipuler, à violer des intimités et à créer des drames publics pour obtenir ce qu'il veut. Tu n'as pas changé depuis notre jeunesse. Richard semblait abasourdi par cette confrontation directe. Son charme habituel, sa confiance, tout s'effondrait devant la nouvelle Louise qui se dressait devant lui. « Je voulais juste te protéger », tenta-t-il dans un dernier effort. « Non, » répondit fermement Louise, « tu voulais me posséder. Il y a une différence fondamentale que tu n'as jamais comprise. » Un silence pesant tomba sur le café, maintenant complètement attentif au drame qui se déroulait. Richard regarda autour de lui, réalisant pour la première fois le spectacle qu'il avait créé. Sans plus de mots, il prit son dossier et sortit, la porte se refermant bruyamment derrière lui. Louise se rassit, respirant profondément pour calmer son cœur accéléré. Marcel, percevant que sa présence n'était plus nécessaire, posa le dossier de documents sur la table. « Rien qui ne puisse attendre jusqu'à demain, » dit-il à Théodore, un petit sourire aux lèvres. « Félicitations. Au fait, vous méritez tous deux le bonheur. » Après son départ, Théodore et Louise restèrent silencieux quelques instants, traitant ce qui venait de se passer. « Eh bien, » commenta finalement Théodore, « c'était inattendu. » Louise rit, la tension se dissipant. « Quelle partie? Ton ancien rival apparaissant avec des documents volés ou ton ex-ennemi venant à ton secours? » « Les deux, » admit Théodore, reprenant sa main. « Mais principalement toi, me défendant de cette façon. C'était puissant. »« J'ai défendu la vérité, » corrigea doucement Louise, « et peut-être aussi moi-même la femme que j'ai choisi de devenir, les décisions que j'ai prises. » Théodore caressa sa joue avec tendresse. « Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Tu sais, avant que nous ne soyons si grossièrement interrompus. » Louise sourit, toute la certitude du monde dans ses yeux. « Oui, Théodore Valmont. Oui, je t'épouserai. » 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans les jardins de la nouvelle maison qu'ils avaient achetée ensemble à Saint-Étienne, une propriété historique restaurée avec vue sur les collines, Louise et Théodore scellèrent leur engagement devant des amis, des élèves du projet et quelques membres des deux familles. La robe de mariée, créée par les propres mains de Louise avec l'aide de ses élèves, mélangeait l'élégance classique avec des détails modernes, symbolisant le pont entre le passé et l'avenir que leur union représentait. Théodore, ému en la voyant marcher vers lui, semblait enfin en paix avec lui-même. Non plus le milliardaire se cachant de son identité, ni l'homme ordinaire craignant de révéler sa vérité, mais une synthèse harmonieuse de toutes ces facettes. Pendant la réception, alors qu'ils observaient les invités dansant et conversant dans les jardins illuminés par des lumières délicates, Théodore enlaça Louise par derrière, appuyant son menton sur son épaule. « Tu sais à quoi ? » « Je pense parfois, » murmura-t-il à son oreille, « à quel point nous étions perdus tous les deux quand nous nous sommes rencontrés, toi essayant de survivre à une perte déchirante, moi fuyant une vie vide de sens. Et pourtant, dans cette nuit d'orage, nous avons trouvé quelque chose que ni l'un ni l'autre ne cherchait vraiment. » Louise se retourna dans ses bras, posant ses mains sur son visage, ce visage qu'elle avait appris à aimer au-delà de toute apparence. « Quoi donc ? » « Une seconde chance, » répondit-il, ses yeux brillants d'émotion. « Une chance de voir au-delà des masques, des attentes, des apparences. Une chance de reconstruire point par point, comme dans ton atelier. »« Notre atelier maintenant, » corrigea-t-elle doucement, « tout comme c'est notre vie que nous cousons ensemble. »« J'aime cette métaphore, » sourit-il, déposant un baiser sur ses lèvres. « 2 fils différents, entrelacés pour créer quelque chose de plus fort, de plus beau que ce qu'ils auraient pu être séparément. »« Un point à la fois, » murmura Louise contre ses lèvres, « une promesse pour les jours à venir. » Alors que la soirée avançait, les invités commencèrent à partir,
laissant le couple profiter de la tranquillité de leur nouveau foyer. Assis, sur un banc dans le jardin, sous un ciel étoilé, Théodore prit la main de Louise, traçant doucement les lignes de sa paume. « Tu te souviens de la première chose que tu m'as dite quand j'ai frappé à ta porte cette nuit-là » demanda-t-il. Louise sourit, le souvenir clair comme si c'était hier. « Entrez » répondit-elle. « Probablement le mot le plus important que j'ai jamais prononcé. »« Tu m'as ouvert plus que ta porte ce soir-là, » dit-il, portant sa main à ses lèvres. « Tu m'as ouvert un chemin vers une vie que je n'aurais jamais imaginée. Une vie où je suis aimé non pour ce que j'ai, mais pour qui je suis, même avec tous mes défauts. Et tu m'as appris que la vie continue, même après la perte, » répondit-elle, se blottissant contre lui. « Que le cœur peut guérir et s'ouvrir à nouveau. Que parfois le bonheur arrive quand on s'y attend le moins, sous la forme la plus inattendue. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous les étoiles, deux âmes autrefois brisées, maintenant réparées ensemble, plus fortes à leur fractures. Leur histoire, commencée dans l'obscurité d'une nuit orageuse, se poursuivait maintenant dans la lumière d'un amour qui voyait au-delà des apparences, au-delà des cicatrices, jusqu'à l'essence même de l'autre. Et quelque part, dans le ciel au-dessus d'eux,